Salut Internet. Il y a quelques années, je sortais une vidéo sur les records du monde que personne ne veut battre. Aujourd'hui, je remets le couvert avec de nouveaux records, et pas n'importe lesquels. Ils ont légèrement upgradé. Non, il n'y aura pas de mec avec des poils d'oreilles plus longs que ma barbe, ou de personnes qui mangent le plus de morceaux de verre. Poisse, bizarre, loufoque et incroyable sont les maîtres mots de cette édition. Je suis parvenu à trouver de nouveaux cas ultra stylés, même si, clairement, j'espère que jamais je battrai ces records. Mesdames et messieurs, voici les nominés du Dark 7 Records Awards 2023. J'avais envie d'entamer cette vidéo avec un record que j'ai franchement jamais envie de battre, et je pense que son détenteur n'avait pas non plus très envie. Surtout que, contrairement à lui, j'ai pas vraiment le pied marin. Un peu de contexte, fin 2012, José Salvador Alvarenga et Ezequiel Cordoba sont partis à la pêche aux requins au large du Mexique. Le temps était un petit peu gâté, mais Salvador, qui est un pêcheur chevronné, n'était pas inquiet, et ils prirent quand même la mer. Vous le voyez venir, je pense. Évidemment, ils se sont fait choper par l'orage, et puis c'est l'enchaînement de la poisse. Le moteur lâche, les appareils électroniques aussi, le bateau n'a pas de rame, ils étaient plutôt mal embarqués, si je peux me permettre. Mais ça, ce n'est rien comparé à ce qui les attendait. Quand l'orage s'est calmé, ils étaient au milieu de nulle part, de la flotte bleue à perte de vue. Les deux hommes ont dû passer en mode survie. Pour se nourrir, ils attrapaient des poissons, des oiseaux, des méduses et tout ce qui leur passait sous le nez à main nue. Ils buvaient de l'eau de pluie, du sang de tortue, mais aussi leur propre urine pour rester un minimum hydraté. Au bout d'environ 4 mois, Ezequiel rend l'âme après avoir sombré dans la folie. Salvador s'est retrouvé seul à la dérive. Le pire, c'est qu'au loin, il voyait de temps en temps passer des cargos sans jamais parvenir à leur signaler sa présence. Imaginez la frustration et le désespoir du mec à ce moment-là. Et puis un jour, enfin, Salvador a aperçu la terre ferme. Pas celle du Mexique ou d'un pays du continent sud-américain. Non, Salvador s'est échoué dans les îles Marshall, en plein milieu du Pacifique. Il aurait parcouru, des rives comprises, plus de 10 000 km. Et ça, pendant plus de 13 longs mois, puisqu'il a accosté fin janvier 2014. Les personnes qui l'ont récupéré ne pipaient pas un mot d'espagnol, mais sont parvenues à le comprendre grâce à Dora l'exploratrice. Vous avez bien entendu. Un enfant avait appris des bribes de la langue de Salvador grâce à Dora. Bref, désormais sain et sauf, les galères n'étaient pas finies. Son histoire a pas mal défrayé la chronique, plein de gens ont douté de la véracité de son récit, et puis comme un malheur n'arrive jamais seul, la famille d'Ezequiel l'a ensuite accusé de cannibalisme. Et des études ont pu établir que son histoire était probable. Dites-vous, on l'a même fait passer au détecteur de mensonges et les résultats ont confirmé qu'il ne racontait pas de bobards. Tout ça pour vous dire qu'à ce jour, on estime que Salvador est le mec qui est resté le plus longtemps à dériver en mer sur la plus longue distance. Aujourd'hui, celui qu'on appelle le naufragé du Pacifique dit avoir la phobie de la mer. Tu m'étonnes. Je dois dire que pour ce record, je suis totalement partagé. Je sais pas si je trouve ça complètement inutile ou absolument génial, ou les deux. Michele Sant'Elia, un Italien de 63 ans, maîtrise un art que je ne connaissais pas du tout, écrire des livres à l'envers. Et pas de la fin au début, hein, non, en miroir. Vous savez, comme l'écriture de Léonard de Vinci. Et pour ajouter un petit peu de complexité à tout ça, il rédige l'ensemble avec 4 claviers d'ordinateur complètement vierges. De toute façon, comme il change de langue, c'est plus pratique, ça évite d'avoir 300 claviers. Si vous vous demandez comment l'ordinateur connaît ses touches en miroir et toutes ces langues, bah c'est Michele qui a tout configuré. Avec en plus, il écrit pas les derniers chatham, hein. Non, le mec s'attaque à du très lourd, texte en écriture cunéiforme, hébreu, maya, étrusque, hiéroglyphe et même le fameux manuscrit de Voynich. Un livre anonyme écrit dans une écriture jusque-là jamais déchiffrée. Un peu mystérieux le bouquin, tout ce qu'on aime. Tous les livres qu'il a écrits sont super lourds, au sens littéral parfois. Pour vous donner un exemple, le livre des morts d'Égypte ancienne pèse 78,8 kg et sa version du Code d'Hammurabi pèse quant à elle 308 kilos. Après, le type force un peu. Les pages du code sont des pierres qu'il a fait graver. Regardez-moi cette pile, franchement. Ça, c'est un livre maya pour lequel le mec rajoute au calme œuvre des mayas à l'envers et numéroté selon la numérotation maya. Pour cette raison, je peux aussi écrire et faire des calculs en langue maya. Faudrait peut-être pas prendre le melon quand même, Michele. En tout, en 2022, il avait rédigé 81 livres, un peu plus de 4,5 millions de mots pour un poids total de 1236 kilos. Alors, on pourrait penser que le mec est un illuminé, mais en vrai, c'est surtout un grand philosophe. Il dit écrire à l'envers pour défier le monde qu'il considère aller mal et dans la mauvaise direction. En gros, à l'envers. En empilant ses livres, il reproduit une sorte de tour de Babel pour réconcilier le monde, les langues. Bref, son passe-temps, c'est de créer un manifeste pour la paix. Par exemple, il dédie ses livres aux victimes de la tyrannie. En résumé, Michele, c'est un mec sympa, juste un petit peu perché.
Joan Rivers était une célèbre présentatrice américaine connue depuis les années 60. Elle a animé de nombreux talk-shows comme le Late Show, le Joan Rivers Show ou encore l'émission Fashion Police. Bref, Joan était un visage connu du petit écran nord-américain. Enfin, quand je dis visage connu, tout est relatif, puisqu'elle a modifié sa tête et son corps grâce au bistouri à de très nombreuses reprises. Elle fait d'ailleurs partie des femmes précurseurs, puisqu'elle a commencé dans les années 60 la chirurgie esthétique, alors que ce genre de pratique était considéré comme honteuse. Devenue un véritable caméléon, elle assume entièrement ses opérations et avec beaucoup d'autodérision. D'ailleurs, lors d'une interview, elle a lancé « Toutes les semaines, je fais une nouvelle intervention. C'est comme le café que vous prenez tous les matins. Et si vous n'aimiez pas sa transformation, vraiment, elle s'en battait le coquillard et vous le faisiez savoir. » Une fois, elle a même déclaré au calme avoir eu recours à 739 opérations de chirurgie esthétique. Alors, je vous disais qu'elle assumait, la Joan, 739. Et là, je me suis dit, bingo, c'est un record du monde. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui aient envie de le battre. Alors, vous me connaissez, je fouille un petit peu dans les méandres d'internet pour confirmer tout ça. Tous les magazines en parlent. Elle serait la femme la plus retouchée de l'histoire. Sauf que Detective Seven, il a découvert que le record du monde attesté par le Guinness World Record était détenu par une certaine Cindy Jackson avec 47 opérations. 47, c'est 15 fois moins que Joan. Surtout que le record de Cindy date de 2005, donc le nombre doit être un petit peu supérieur depuis. Enfin bref, c'était super bizarre comme situation. Et j'ai compris, il ne s'agissait que d'une bonne vieille blague de cette sacrée Joan. Cindy est bien la détentrice de ce record. Elle cumule 14 grosses opérations et une ribambelle de plus petites. Enfin, attendez, elle aurait aussi été battue par Jessica Alves, qui les enchaîne tellement qu'on a perdu le compte. Mais rien d'officiel pour l'instant, c'est toujours Cindy qui est la boss sur le site Guinness World Records. Quant à Joan, elle est malheureusement décédée en 2014 lors d'une intervention de contrôle à l'âge de 81 ans. En moyenne, 46% des mariages se terminent par un divorce. Glyn Wolf s'est marié 31 fois et a divorcé 25 fois. Je sais, c'est un petit peu technique comme nombre, mais en gros, il a eu 29 épouses, 3 avec qui il a remis le couvert après avoir divorcé, 5 sont décédés pendant le mariage et une des unions a été annulée. C'est beaucoup de nombres, mais ce qu'il faut retenir, 25 divorces. Son mariage le plus long a duré 11 ans, ce qui est déjà pas mal, hein, et le plus court, 19 jours. Il a eu 19 enfants, enfin ça c'était les reconnus, hein, il y en a peut-être plus. En tout cas, il y en avait assez pour remplir une classe et vider au maximum ses poches. Mais ça ne s'arrête pas là. Il a fait un doublé de record avec une de ses épouses, la dernière, Linda Essex, qui n'est autre que la femme qui détient le record du monde du nombre de mariages, 23. Bon, après coup, on s'en doutait, hein, ils ont avoué que leur union était juste un bon gros coup de pub. Je veux dire, après la cérémonie, ils sont repartis vivre chacun dans leur coin. Mais mine de rien, Linda, face à son mari, elle déméritait pas. Elle s'est mariée pour la première fois à 16 ans, puis après elle a enchaîné des maris de plein de métiers différents, un pasteur, un détenu, des musiciens, des barman, des plombiers, des SDF et j'en passe. Dans le lot, il y en a qui ont changé de bord, d'autres qui étaient violents, un qu'elle a épousé non pas une, non pas deux, mais 3 fois, ce qui explique que son plus long mariage a duré 7 ans alors que le plus court a duré 36 heures. Linda, elle explique qu'avant tout, elle était accro à l'amour. Linda, t'as quand même fait un mariage pour la pub, hein, me la fais pas à moi. Comme Glyn, elle a eu plusieurs enfants de ses unions, même si numériquement parlant, c'est forcément moins impressionnant, elle en a eu 7 des enfants. Malheureusement, les médias rapportent qu'à l'enterrement de Glyn, un seul de ses enfants a montré le bout de son nez et aucune de ses anciennes conquêtes. C'est quand même un petit peu triste, je trouve. La preuve, s'il y avait vraiment besoin, qu'on n'a pas forcément envie de battre ce record. Surtout financièrement, c'est déjà cher un seul mariage, alors 31... Cet homme suspendu dans les airs avec un costume qui sent bon les États-Unis, c'est Evel Knievel. De son vrai nom, Robert Craig Knievel. C'est l'un des plus grands cascadeurs de l'histoire de la moto et il collectionne les exploits honnêtement plus farfelus les uns que les autres. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a des bonnes grosses Au nouvel an 1968, il entre dans la légende en sautant de 46 mètres au-dessus des fontaines du Caesars Palace à Las Vegas. Il réussit le saut, mais s'éclate à l'atterrissage. Un événement traumatisant pour le reste des mortels, mais pas du tout pour Evel. D'ailleurs, on l'affuble d'abord du surnom Evil, peut-être parce qu'il ne cesse de provoquer la grande faucheuse, mais il le modifia en Evel parce qu'il voulait pas être assimilé au gang de motards hors la loi à l'époque. En 1974, les infirmières devaient beaucoup lui manquer puisqu'il saute à bord d'une moto-fusée au-dessus du Snake River Canyon et se crache. 1975, il s'élance devant des dizaines de milliers de personnes dans le stade de Wembley et survole 13 bus à 2 étages. Et il repart en brancard. 1977, à Chicago, il s'élance au-dessus de requins et blesse un caméraman qui perd un œil. Vous l'avez compris, Evel était quelque peu casse-cou et ses nombreuses expériences lui ont valu un record que personne n'a envie de battre. Je ne parle pas de record à moto, hein, je sais qu'il y a des passionnés de ça certainement parmi vous. Je parle plutôt du fait qu'Evel est l'homme qui a eu le plus de fractures au cours de sa vie, 433 os brisés.
estimé. Rien que d'y penser, j'ai mal. Je sais même pas ce que ça fait, j'ai jamais eu un seul os de cassé. Au fond de moi, je pense que les gens du public allaient à ce genre d'événement uniquement pour le voir s'éclater contre le sol. Même si ces exploits ressemblaient à un mauvais divertissement, ils n'ont pas été inutiles. Robert, qui a raccroché son casque à la fin des années 70, a profité de sa notoriété pour encourager le port du casque obligatoire en 2 roues aux États-Unis. Il a notamment considérablement agi pour que la loi passe en Californie en 87. Il est décédé en 2007 à l'âge de 69 ans et depuis le cascadeur Travis Pastrana lui a rendu hommage tout en battant ses records de saut. Il a sauté au-dessus de 16 bus à 2 étages, au-dessus des fontaines du Caesars Palace et bien d'autres. Dans mon top des records que j'aimerais vraiment pas battre, il y a la plus grande perte de fortune personnelle détenue par, évidemment, le bon Elon Musk. 165 milliards de dollars en moins. Imaginez le nombre de dragons blancs aux yeux bleus qu'il aurait pu acheter. Et là, vous vous demandez peut-être comment le propriétaire de Tesla a perdu une telle somme. Bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que je suis pas trader, je comprends pas forcément tout. De ce que j'ai compris, c'est juste la valeur de ces actions Tesla qui a fortement chuté, de 65% plus précisément. Ce serait dû entre autres à la peur que la demande et la vente des voitures électriques dégringolent. Mais c'est aussi lié à son achat de Twitter qui a été un petit peu controversé. En plus, on le connaît, Elon il dégaine son tweet plus vite que Donald Trump, ce qui accroît la baisse des actions de sa marque et la confiance des investisseurs. Exemple typique, Elon a répondu à l'ancien président russe Medvedev sur une prédiction un petit peu futuriste. Dans une série de tweets, l'homme politique a annoncé que 2023 pourrait connaître un 4e Reich et une guerre civile américaine avec Elon Musk à la présidence, ce à quoi ce dernier a répondu épique. Dans la foulée, les investisseurs en PLS et hop, 11% de chute des actions. Un killer vraiment cet Elon. Et vous savez ce qui est plus désinvolte que ces tweets? La réaction du gars en mode ah non, vraiment, je vois pas le problème, Tesla va hyper bien. Après, messieurs, dames, relativisons. Quand perdre 165 milliards de dollars te fait juste redescendre d'un cran dans l'échelle des gars les plus riches, il y a plus dur à gérer en termes de stress. Je pensais que Louis Zamperini, le mec dont parle le film Invincible, était le gars le plus poisseux de l'histoire, mais j'ai trouvé, mesdames et messieurs, le roi dans la matière. Fran Selak, un Croate qu'on surnomme l'homme le plus chanceux des malchanceux. Tout commence en 1929. Fran pointe le bout de son nez à seulement 7 mois, alors que ses parents pêchaient sur une barque. Et pêchaient au sens littéral, hein, du poisson, pas autre chose. Il naît donc prématuré sur une barque avec pour sage-femme son père. Une naissance mouvementée qui va donner le ton à son existence, et pas le bar. Ok, j'arrête les jeux de mots avec les poissons. En 1962, il était dans un train qui a déraillé et qui a chuté dans une rivière en contrebas. Coincé, il a vu l'eau monter, la faucheuse apparaître, mais il fut sauvé de justesse par un gars. Un an plus tard, alors qu'il était dans un avion, une porte a sauté et Fran a été éjecté. Rien que cette info est folle. Il a ensuite atterri dans une botte de foin et a survécu, alors que l'avion, lui, s'est craché et beaucoup y sont passés. En plus, il raconte qu'il avait vachement forcé pour monter dans cet avion alors qu'il était complet, une histoire d'urgence familiale, etc. En 1966, son bus tombe dans des eaux glacées. En 1970, il parvient à s'extraire de sa voiture en feu juste avant qu'elle n'explose. Puis, second incendie en 73 dans sa nouvelle voiture. Il est parvenu à s'échapper, mais par contre, ses cheveux, ils sont restés. En 95, Fran est renversé par un bus. Enfin, en 1996, il chute d'une falaise en montagne après qu'un camion lui ait coupé la route. Et pas n'importe lequel, un camion de l'ONU. Se faire dégommer par les soldats de la paix, si c'est pas l'apothéose de sa vie de chanceux malchanceux. Mais en 2003, le cercle vicieux de la malchance s'est enfin transformé en roue de la fortune. Il a gagné le gros lot à la loterie, presque 1 million d'euros. Et apparemment, il va pas s'en servir pour voyager parce que plus personne ne veut voyager avec lui. Bon, et quelques années plus tard, il est malheureusement décédé en 2016 et depuis, son assureur doit être soulagé. Voilà, l'édition 2023 des Doc7 Records Awards s'achève ici. J'espère que les nominés ont su vous conquérir. N'hésitez surtout pas à voter dans les commentaires pour élire votre favori, celui qui mériterait d'être élu roi des records que personne ne veut battre. En attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut Internet.